c'est quand j'ai découvert, et c'est un paradoxe, que j'étais un infirme de la communication, que je ne savais pas communiquer. Donc, après avoir été expert comptable, parce que nul n'est parfait, j'ai une vocation soudaine pour la psychologie. Ma vocation était brune aux yeux bleus, et j'ai basculé complètement. Et alors c'est un paradoxe parce que j'étais censé effectivement apprendre à communiquer, à mieux communiquer aux autres. Et en fait, pour moi-même, j'ai découvert à 24 ans, 25 ans, que j'étais un véritable infirme et que je ne pouvais pas rester comme cela. Bon, ça a été vraiment une sorte de choc de... Je dis souvent que la vie n'est qu'une succession de naissances. Ça a été une vraie naissance pour moi d'apprendre à naître à la relation. Alors vous êtes diplômé en psychiatrie sociale, vous avez été chargé de cours 15 ans à l'université de Lille 3. Vous êtes formateur en relations humaines, aussi bien auprès des travailleurs sociaux, des médecins, des consultants, des psychologues, avec toujours, ce qui vous caractérise, un pragmatisme de bon aloi. On est rarement dans la théorie avec vous, on est toujours finalement dans l'exemple, dans le pragmatisme, sur le terrain. Ça, c'est votre méthode. Tout à fait. Et elle est justifiée par le fait que comme j'étais formateur en relations humaines et que je travaillais en groupe, donc j'étais formateur à l'intérieur d'un certain nombre de groupes, j'avais donc accès à un matériel incroyable de témoignages personnels, de témoignages professionnels, de témoignages d'engagements sociaux. Et j'avais un vivier, ce qui fait qu'effectivement... j'utilise peu de jargon technique, je parle au ras des pâquerettes, parce que je prétends que chacun d'entre nous doit accéder à, on en parlera un peu plus tard, à la responsabilisation de sa vie, doit se mettre au monde, et plusieurs fois. Moi, je suis né à la relation, je suis né à la paternité, je suis né à l'amour, bien sûr, je suis né à l'écriture un peu plus tard, je suis né à la beauté quand j'ai commencé à m'intéresser à la sculpture, à la musique, jusqu'à 35 ans par exemple. Quand j'entendais de la musique classique ou de l'opéra, je tournais le poste de radio, vous voyez, et d'un seul coup, je découvre l'opéra et je m'émerveille, je m'enthousiasme, et ça rejoint quelque chose de très important en moi, et aujourd'hui, je suis un passionné. Vous êtes plus qu'un passionné, vous êtes également, et je l'ai dit en introduction, un passeur de vie, c'est-à-dire que vous utilisez votre propre vie, c'est finalement ce que vous connaissez le mieux, votre propre expérience, pour nous parler, à nous qui vous lisons ou qui vous écoutons en conférence, de nos vies à nous. Oui, parce que je prétends que, bon, je n'enseigne rien que je n'ai traversé. Ça, c'est mon métier principal. Hein. Mais si j'avais un peu un regard d'en haut sur mon parcours de vie, c'est mon travail de formateur en relations humaines et effectivement partir de mes propres découvertes. D'ailleurs, je remarquais que pour la seconde partie de ma vie, celle d'écrivain, d'écrire des livres, je suivais au fond les problématiques que je traversais. Le couple, j'ai galéré comme beaucoup dans ma première relation de couple. J'étais maladroit, j'étais une sorte de Cro-Magnon qui ne savait pas vraiment communiquer. Je faisais presque ce que j'appellerais aujourd'hui du terrorisme relationnel, vous voyez. C'est épouvantable quand je repense avec du recul comment on peut se comporter avec des gens que nous aimons. J'écris sur les enfants, bien sûr, parce que c'est Vous en avez 5, vous? Je suis père de 5 enfants. J'ai beaucoup de reconnaissance pour eux. Je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas eu ces 5 enfants. Ils m'ont fait beaucoup grandir. J'ai écrit sur l'école, ça on en parlera un peu plus tard également. C'est mon utopie, je me bats pour qu'on enseigne la communication à l'école. Vous avez écrit sur la maladie aussi, et Dieu sait si vous en avez traversé. Et parce que j'ai été pendant 4 ans dans le plâtre, j'ai eu la tuberculose osseuse. Et c'est vrai que j'ai appris aussi que les mots MAUX, les MOX, les maladies, sont des langages métaphoriques, sont des langages symboliques avec lesquels nous tentons de dire l'indicible. Donc vous voyez ce parcours de vie, donc, à la fois comme formateur, essayant de transmettre le concret, c'est-à-dire essayant de transmettre des choses que chacun peut s'approprier et introduire dans sa propre vie. Les gens qui quittaient mes stages, par exemple, ils pouvaient, dès le lundi matin, dans la salle de bain, au petit déjeuner, à la table familiale, dans la voiture, mettre en application ce qu'ils avaient pu apprendre. J'enseigne ce que j'appelle des règles d'hygiène relationnelle. Je tiens beaucoup à ce mot, règles d'hygiène relationnelle, des choses accessibles et transmissibles.
Et c'est certainement ce qui explique aussi le succès aussi bien de vos ouvrages qui sont tous réédités que de vos conférences. C'est que voilà, on peut tous appréhender votre enseignement. C'est quoi? C'est plutôt un mieux-être ou un mieux-vivre que vous apprenez? Eh bien, moi je crois que nous n'avons qu'une vie. Je l'ai beaucoup maltraitée. Je dis souvent je suis né à 35 ans. Et donc c'est à la fois mieux vivre, mais pour pouvoir mieux vivre, encore faut-il être un bon compagnon pour soi. Ça, c'est un des thèmes. J'ai écrit plusieurs livres là-dessus parce que on est dans une culture, vous savez, messianique, qui est entretenue d'ailleurs aussi par la religion catholique, où on pense que quelqu'un au-dessus nous écoutera, prendra soin de nous, etc. Et moi, je me bats pour plutôt la responsabilisation. Ça veut dire prendre en charge sa propre vie, prendre en charge, je dirais, son destin, mais surtout la conduite de sa propre vie. Donc se responsabiliser, se respecter. Donc ça, c'est quelques-unes des valeurs importantes que je développe. Et que nous allons développer tout au long de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Jacques Salomé. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, porteurs de blessures plus ou moins vivaces, engrangées dans notre histoire et surtout dans la petite enfance. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un enfant blessé, humilié, incompris en chacun de nous. Il y a aussi en chacun de nous un enfant en attente d'émerveillement, de découverte et d'enthousiasme, un enfant curieux, désireux d'entrer dans un mouvement d'étonnement et de croissance, un enfant susceptible de se relier à la beauté, à la justice ou à la compassion. Jacques Salomé, vous les reconnaissez, ces lignes? Elles sont de vous. Et surtout, elles sont issues directement de votre propre expérience d'enfant. Vous, le petit Caïd, qui avait failli mal tourner et qui avait été, entre guillemets, sauvé par la maladie. Oui, voilà, j'ai eu 2 enfances, au fond. Bon, une première enfance de 0 à 9 ans, je vais dire comme ça, assez douloureuse, assez conflictuelle, assez difficile. Ma mère faisait des ménages, elle m'a eu... Très très jeune, votre maman. À 17 ans, avec un garçon de 15 ans. Qui n'est pas resté? Qui n'est pas resté, bien sûr, et dont elle m'a élevé seule les 4 premières années. Elle avait quitté elle-même l'école à 11 ans pour aller travailler, garder les vaches. Elle venait d'assistance publique. Alors, vous voyez, j'avais une sorte de passé, parce que quand on demandait à ma grand-mère d'où elle venait, elle disait « Je viens du pays de mon enfance. On vient tous de ce pays-là, et ce pays m'a marqué. » Alors, cette première enfance, au fond, ce qui m'a sauvé, parce que j'étais un cancre à l'école, j'aurais pu mal tourner, vous l'avez dit, un petit chef de bande, bon... Peut-être pas comme les bandes d'aujourd'hui, mais c'était des questions de territoire, les Français contre les Gitans, contre les Espagnols, enfin, etc. À Toulouse, quartier Saint-Cyprien, quartier populaire. Et puis, ce qui m'a sauvé, c'est mon imaginaire. Donc j'étais un cancre à l'école, bien sûr, mais je racontais des histoires. Et alors, pour éviter que je sois puni, mes copains de classe répondaient avant moi, chaque fois que j'étais interrogé, pour que je ne sois pas puni. C'est ça qui m'a sauvé un peu la vie, vous voyez, cette vie imaginaire, parce que c'est pas un petit garçon de 9 ans qui allait à l'école, c'était Zorro, Robin des Bois, Yvon Noé. Les gens ne savaient pas que j'étais sur mon cheval blanc et que j'étais une sorte d'explorateur, de héros, etc. Et puis est arrivée la maladie à 9 ans, et là je suis rentré dans une deuxième enfance. J'ai découvert, donc je suis resté 4 ans dans le plâtre, des chevilles... Oui, puis alors, des chevilles, oui. Jusqu'au cou. Dans un sanatorium à, je sais plus, 3-4 heures de chez votre maman? Loin, oui. Elle ne venait me voir que 2 fois par an. 2 fois par an. Et là, j'ai découvert la lecture. C'est pour ça, je dis souvent, c'est peut-être parmi les plus belles années de ma vie, parce que c'est formidable. On dispose d'un temps quand on est couché, qu'on n'a rien d'autre à faire, quelques vagues études, mais enfin, on avale tout dans... Ce que les autres enfants apprennent peut-être en 6 heures, nous en 2 heures on peut l'apprendre, on peut l'ingurgiter, le métaboliser. J'ai découvert la lecture et surtout, ce qui est le propre de la lecture, c'est ce voyage que ça nous fait faire. J'ai voyagé dans tout l'univers avec les livres, j'étais un papivore, je dévorais 2 ou 3 livres par jour et j'ai découvert également la relation. C'est peut-être les premiers prémices de mon futur métier. J'ai découvert l'importance de l'échange, l'importance du... Parce que qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Ça veut dire mettre en commun. Donc j'ai découvert cette richesse de mettre en commun, non pas dans l'affrontement, non pas dans l'opposition, non pas dans la rivalité, mais dans la réciprocité, dans une sorte de
de convivialité, parce qu'on était 4 dans la chambre, et je suis le seul d'ailleurs qui s'en soit sorti sur ses 2 jambes. Les autres ont terminé leur vie dans des corsets de couchés, dans des corsets de plâtre, parce qu'il n'y avait pas de traitement à l'époque contre la tuberculose. Depuis, on a inventé le PS, et puis d'autres médicaments, et on a éradiqué aujourd'hui pratiquement la tuberculose. Et puis il y a quelqu'un qui a compté à ce moment-là aussi, je pense à une infirmière, mais c'est finalement tout le personnel soignant qui, ne connaissant pas votre réputation un petit peu sulfureuse, vous a vu avec un œil neuf et vous a fait comprendre que vous aviez une valeur, vous aussi. Exactement. C'est paradoxal, c'est pour la première fois à 10 ans, j'ai eu le sentiment que j'étais accepté tel que j'étais. Que je n'avais pas besoin d'être un bon élève, que je n'avais pas besoin de bien faire, de faire du bien ou d'être sage, etc. Mais que j'étais accepté avec mes bêtises ou avec mon mauvais caractère parfois, ou mes excès, ou mes maladresses bien sûr, mes errances, et d'accepter au fond ce que nous recherchons tous, être aimé et accepté inconditionnellement. Et c'est vrai que c'est une infirmière qui m'a pris en affection et qui a posé un regard sur moi, qui m'a mis au monde comme être de relation, pas comme fils de ma mère, pas comme bâtard ou enfant naturel, comme j'ai traîné ça pendant plusieurs années, mais comme un être extraordinaire, comme un être unique, ce que nous sommes tous d'ailleurs, extraordinaires et uniques. Jacques, qu'est-ce qu'il vous reste de votre enfance ? Il me reste, je vais vous surprendre, il me reste le souvenir de journées très longues. Aujourd'hui, je trouve que le temps s'accélère, qu'il va trop vite, j'aurais besoin de journées de 72 heures. Et je les avais dans mon enfance, je ne savais malheureusement pas en profiter suffisamment. J'avais l'impression que je m'éveillais le matin et c'était un monde qui s'offrait à moi, la possibilité de faire plein de choses jusqu'au soir on se couchait tard. Vous savez, à Toulouse, surtout l'été, on joue dans la rue parce que les parents sortent les chaises et discutent, les adultes, et on joue dans la pénombre. On entend la voix des parents qui nous rassure. Et on joue comme ça des jeux. Aujourd'hui, ça n'existe plus avec la télévision qui cloisonne, qui enferme les gens, qui les projette peut-être sur l'ensemble de la planète, mais qui les coupe peut-être de ces relations de proximité, de ces relations conviviales, de ces relations essentielles dont nous avons besoin. Alors, dernière petite question, est-ce que le petit Jacques Salomé, il serait fier de voir ce qu'il est devenu justement ? Il serait fier de l'homme ? Oui. Je crois que c'est le sens au fond de mon travail. J'ai réparé à la fois les blessures cachées de ma mère, enfant d'assistante publique qui a subi beaucoup de souffrances, beaucoup de violences, et moi-même, dont ce besoin de reconnaissance, bien sûr, puisque je n'avais pas été reconnu, c'est une de mes blessures encore que, bon, elle est moins vive aujourd'hui, elle est plus apaisée, mais je sens qu'elle est encore au fond de mes chaussettes et que un rien la ferait remonter à la surface. Et alors j'en ai de la reconnaissance, bon, je suis très lu, je suis connu, je suis plus ou moins médiatisé, la preuve, je passe à la télévision, mais je sens quand même que cet enfant que j'ai été aspire quand même à être reconnu, à être justement accepté inconditionnellement. Extrait d'une chronique écrite par mon invité pour le magazine Psychologie et qui s'intitule « Croyances et certitudes ». Il faut accepter de reconnaître qu'il n'y a au fond qu'une seule certitude, inexorable et incontournable, celle qu'un jour nous allons mourir. Toutes les autres certitudes ne sont que des croyances auxquelles nous nous accrochons avec une ténacité parfois pathétique en leur donnant valeur de vérité. Jacques Salomé, le débat est lancé. On va parler de la mort. C'est quelque chose déjà qui vous fait peur, la mort ? Pas du tout, mais moi j'ai une relation particulière. C'était jusqu'à l'âge de 55 ans, j'ai cru que j'étais immortel. Allons bon. Oui, je vais vous dire. Et puis avec une sorte d'évidence, de certitude absolue que j'étais immortel. Dans l'inverse, que je ne pouvais pas mourir. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas mourir avant ma mère. Parce que, vous voyez, j'étais un peu la prunelle de ses yeux. J'étais un enfant vraiment très aimé. Et je leur ai planté un poignard dans le cœur si j'étais mort avant elle. Donc, tant qu'elle était vivante, j'étais immortel. Et puis, à 55 ans, retour de vacances, je suis passé chez elle et d'un seul coup, je l'ai vue un peu plus affaissée, plus vieille,
un peu plus rétrécie, une petite paume ridée, des gestes plus lents. Et j'ai découvert avec un pincement au cœur qu'elle était mortelle et que par contre-coup, moi aussi, j'allais devenir mortel. Et puis, je vais vous raconter quelque chose d'assez inouï par rapport à la mort. Un matin, mon frère me téléphone et me dit « Il faudrait que tu viennes. » On appelait Mamie entre nous. Mamie est dans le coma. Les médecins pensent qu'elle n'en a plus pour longtemps. Alors que, vous voyez, moi je pensais qu'elle ne mourrait jamais. Je la voyais toujours avec mes yeux d'enfant. Et donc je suis allé la voir et je suis arrivé là en salle de réanimation. C'est une sorte d'aquarium. Il y a des vitres partout. Et elle avait des tuyaux à droite, à gauche. Et le drap avait un peu glissé. J'ai vu ma mère toute nue. Je n'avais jamais vu ma mère toute nue. Mais je n'ai pas vu un adulte. J'ai vu un petit bébé. L'image qui s'est imposée à moi, c'est celle d'un bébé. Et j'ai eu envie de la prendre dans mes bras comme on prendrait un bébé. Et je ne pouvais pas matériellement, mais mentalement, visuellement, si vous voulez. Je l'ai pris comme ça, comme si c'était un bébé. Et je lui ai chuchoté, c'est bon d'être bébé, d'être pris en charge. Elle a ouvert un œil. Elle est sortie du coma. Et elle m'a appelé Jackie, un mot qu'elle n'avait plus utilisé depuis 40 ans. Depuis 40 ans, elle ne m'appelait plus Jackie. C'est toi, Jackie, elle me dit. Alors, mon frère était stupéfait. Moi, je viens 2 fois par jour. Je lui parle. Toi, tu arrives et tu dis, c'est bon d'être bébé. Elle sort. Et puis, elle est effectivement sortie du coma. Et comme je devais partir au Québec pour 15 jours, faire une série de conférences, je vais vous surprendre en vous disant cela. Je lui ai donné l'autorisation de mourir. Vous savez que les parents n'osent pas mourir. C'est fou ce que je suis en train de dire. Les parents ne s'autorisent pas à mourir parce qu'ils ont l'impression qu'on a besoin d'eux. Ils se sentent presque coupables d'être malades, d'être défaillants. Et je lui dis, mais tu as le droit, maman. Tu as une vie pleine. Tu as le droit. Et elle est morte, effectivement, 15 jours après. Et je crois qu'elle m'a fait le cadeau de mourir quand j'étais loin d'elle, à 6000 kilomètres. Je n'ai pas pu revenir tout de suite. C'est mon frère qui l'a enterrée. Quand je suis rentré, j'ai fait mon petit rituel de deuil avec elle. Donc, vous voyez, ma relation à la mort, je suis devenu mortel dans cette période-là. Et je sais donc, j'ai 70 ans, et que je vais vers la fin de la vie. Mais la véritable question, c'est pas d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Et je m'y emploie. Mais aujourd'hui, alors, pour vous, elle est où, votre maman? Elle est au ciel, pour elle. Je ne suis pas croyant, mais elle avait la foi du charbonnier. C'était elle. Elle savait que Saint-Pierre, je ne sais pas, elle avait cette image-là, que Saint-Pierre serait à la porte du paradis, l'accueillerait, lui dire, elle s'appelle Marie-Louise, Marie-Louise, il y a une place pour toi. Elle avait cette sorte de certitude. Elle disait, moi, j'ai jamais menti de ma vie, j'ai jamais fait du mal. C'était ce qu'on appelle une brave femme, c'est vrai. Elle a eu une vie d'honnête femme. Et si le paradis existe, je pense qu'elle a sa place. Mais vous n'y croyez pas? Non. Et non, je suis agnostique, je crois en l'homme. Je vais choquer peut-être pour ceux qui m'écoutent sur une chaîne catholique. Je crois au fond que Dieu c'est nous, mais on l'a oublié, on s'est démis de cette charge. Et bon, je voudrais pas. Vous savez, quand on parle en termes de croyance, on ne peut pas communiquer. On ne peut communiquer que témoigner de sa croyance. J'ai cette petite cosmologie-là que notre passage sur Terre, c'est tenter d'agrandir la vie, l'amour et l'énergie. C'est-à-dire redonner plus d'amour, plus d'énergie, plus de vie que nous n'en avons reçu au moment de la conception. Dans ma petite cosmologie personnelle, j'imagine, vous voyez, qu'on reçoit 3 graines, une graine de vie, une graine d'amour, une graine d'énergie, et que c'est le cadeau que nous fait l'existence, et que notre passage sur Terre est destiné à agrandir cela, de façon à laisser, après notre passage, un peu plus d'amour, un peu plus de vie. Est-ce que c'est justement pour conquérir un petit peu d'éternité que vous plantez, vous, chaque année, des centaines d'arbres dans votre propriété du Luberon? C'est vrai que vous êtes un planteur. Hein. Oui, c'est pour ça aussi que vous plantez autant d'arbres? Ça, c'est mon cadeau de remerciement à la Terre. Cette planète qui a accueilli l'homme il y a 5 millions d'années, peut-être un peu plus, qu'importe, qui nous a accueillis avec une générosité
incroyables qu'on maltraite aujourd'hui, qu'on violente. On devrait s'interroger sur cette relation d'exploitation et d'aliénation que nous avons à l'égard de la terre. Et moi, je pense qu'en plantant des arbres, j'en ai planté, je crois, 16 000 dans ma vie, un peu plus, 16 300. Une de mes filles me dit, papa, c'est pour te déculpabiliser de toute la pâte à papier qu'on gaspille pour tes livres. Et elle a raison. Certainement. Petite citation de Jacques Prévert, choisie par l'auteur de ce livre, Passeur de vie, pour ouvrir son premier chapitre. « Je sais qu'un peu partout dans le monde, tout le monde s'entretue, c'est pas gai. Mais d'autres s'entrevivent. J'irai les retrouver. » S'entrevivre, très joli verbe qui contient tout ce que mon invité tente d'enseigner. Et pour s'entrevivre, rien de mieux que la responsabilisation de chacun, que nous soyons tous partie prenante de ce qui nous arrive, acteurs et non pas spectateurs de notre vie. Mais la responsabilité, Jacques Salomé, c'est pas très glamour, hein, pas très séduisant comme thème. Non, parce que, bon, il faut rappeler que on vit dans une culture de l'assistanat, de la victimisation, où c'est beaucoup plus facile d'accuser l'autre. Bah oui. C'est ta faute, tu comprends rien, t'es jamais là, c'est le gouvernement, c'est Dieu, pourquoi pas, c'est d'autres. Donc, il faut sortir en matière de communication, il faut sortir de ces deux pièges importants. L'accusation de l'autre ou l'auto-accusation. Oui, mais moi, j'ai pas fait d'études comme toi, tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'aimaient. Ni accusation, ni auto-accusation, responsabilisation. Ça, c'est un mot très très important. C'est une sorte d'axe pour moi, une sorte de colonne vertébrale que j'ai découvert à ma sortie de sanatorium. Je raconte rarement cela. Je me souviendrai toujours quand on m'a enlevé mon dernier plâtre, le médecin, un brave homme très compétent qui m'a dit « Salomé, vous en sortez bien, vous allez pouvoir vivre normalement sur une chaise roulante le reste de votre vie. » Et cette phrase m'a terrorisé. Je ne me suis pas vu vivant le reste de ma vie sur une chaise roulante et j'ai pris la décision d'apprendre à marcher. J'ai donc mis 5 ans pour réapprendre à marcher. Donc, vous voyez, j'ai découvert la leçon de vie que j'ai tiré de cette expérience, c'est ne jamais se laisser définir par l'autre. Parce que souvent, l'autre va nous définir, surtout un autre qui nous aime, un autre qui est proche de nous, nos parents, nos amis plus tard, notre partenaire conjugal, tente de nous définir souvent à partir de ses peurs ou de ses désirs. Et j'enseigne donc le fait qu'il faut s'affirmer, se positionner, se responsabiliser. Et ça veut dire simplement se respecter. Vous voyez, voilà ce que j'ai aujourd'hui, la valeur que je mets au-dessus de tout, au-dessus de toutes les autres, c'est justement celle-ci, se respecter, se responsabiliser. Je suis responsable de 2 choses, de ce que j'envoie et des conséquences de mes paroles ou de mes actes, mais je suis aussi responsable, non pas de ce qu'on m'envoie, mais de ce que j'en fais. C'est-à-dire du ressenti ? De mon ressenti, avec le mot, une parole, un comportement, un geste qui vient de l'autre, je peux me blesser à mort ou je peux ne pas me blesser si... Et j'enseigne cela, si je restitue... Vous savez, nous recevons 2 sortes de messages. Des messages positifs, et si nous apprenons d'abord à savoir les accueillir et les amplifier, tant mieux. C'est comme ça qu'on nourrit, on vivifie sa vie, mais on reçoit aussi des messages toxiques, des messages négatifs, des messages caca. Et c'est un paradoxe de la communication humaine, parce que si vous avalez un champignon avarié, qu'est-ce que fait votre corps ? Il le rend, il le rejette. Et nous recevons beaucoup de mots toxiques, de mots qui nous assassinent, qui nous violentent. Et il faut les rejeter ? Il ne faut pas les rejeter, il faut les remettre chez celui. Espèce d'idiot, tu comprends rien ? Oui, c'est toi qui me vois comme un idiot. Ce point de vue, je le laisse chez toi. Tu es un fumiste, on ne peut pas te faire confiance. Tu me vois comme un fumiste. Et si tu gardes ce regard, c'est vrai, mais c'est un regard qui est chez toi. Je ne deviens pas fumiste parce que tu me vois comme un fumiste. Je ne deviens pas idiot parce que tu me vois comme un idiot. C'est ça aussi le principe de responsabilisation. Une relation à 2 bouts, vous savez, j'enseigne cela, que nous sommes toujours 3 dans une relation, l'autre, moi, la relation qui est entre nous. Cette relation à 2 bouts, chacun des protagonistes d'un échange, d'une communication, est responsable de son bout. Est-ce que ça veut dire qu'on est aussi responsable de nos sentiments alors ? Bien sûr. Nous sommes bien sûr responsables, puisque les sentiments
personne d'autre que moi ne les produit. Si je suis attiré vers vous, je suis responsable. Je ne vais pas vous accuser de m'avoir séduit ou de m'avoir détourné de ma femme, etc. Je suis responsable des sentiments que j'éprouve. Sauf que, bien sûr, on n'a pas de pouvoir sur l'amour. On n'a pas de pouvoir, je vous rassure. Et oui, je ne peux pas me dicter d'aimer ou de ne plus aimer quand j'aime encore et que je voudrais ne plus aimer parce que l'autre m'a quitté, par exemple. Donc, nous sommes responsables de nos sentiments, de nos sensations, puisque bien sûr, c'est nous qui les produisons. Si vous êtes la femme que j'aime et si vous me quittez un jour et que je me mets à déprimer ou je me mets à produire un cancer, pourquoi pas, je suis bien responsable de ce que je produis dans mon corps. Mais c'est moi qui vous ai blessé. Non, oui, vous m'avez blessé par votre départ. Oui. Mais en fait, voici comment j'enseigne cela. Votre départ m'a fait violence, et cette violence a réveillé une blessure ancienne chez moi. C'est le retour, la remontée, la réactivation de cette blessure qui va faire que je vais peut-être déprimer ou mettre une maladie grave en route, peut-être pour essayer de vous culpabiliser. Tout ça, bien sûr, entendons-le, ce n'est pas volontaire. Oui. Je ne décide pas d'avoir un cancer. Mais ça se passe comme ça, quelque part. Ça se passe comme ça, comme si on s'auto-violentait. Vous savez, nous sommes porteurs de beaucoup d'autosaboteurs. Un autosaboteur, par exemple, la répression imaginaire. On pense à la place de l'autre, ce qu'il va dire, ce qu'il va penser. Alors on s'interdit, on se censure, on s'auto-prive. On vit dans une culture aussi, vous voyez, beaucoup d'abondance autour de nous, beaucoup d'autoprivation et de censure à l'intérieur de nous. Alors Jacques, vous portez sur vous et en permanence un objet symbole qui symbolise pour vous cette responsabilisation. Est-ce qu'on peut faire connaissance avec cet objet et que vous nous racontiez l'histoire qui lui est liée ? Oui, c'est un objet symbolique surtout. C'est un diamant bleu. Je rêvais pendant des années d'avoir un diamant bleu. C'est rarissime. C'est assez rare, oui. Oui. Et j'avais un ami, bon joaillier, m'en a trouvé un à Anvers, la patrie des diamantaires. Et puis, il se trouve qu'il l'a retrouvé la même semaine ou moins. J'ai retrouvé le géniteur dont j'ai parlé au début de cette série, celui qui m'avait fait à 15 ans. Et que vous aviez quel âge quand vous l'avez retrouvé, cet homme-là ? 50 ans. J'avais 50 ans. Vous avez retrouvé votre père. Il n'a pas été un papa, mais voilà. Votre J'ai père. retrouvé mon géniteur surtout. Il n'avait été ni papa ni père, puisqu'il a lâché ma mère. Et je me rappelle au fond que j'ai vu un signe dans cette synchronicité entre l'arrivée de ce diamant bleu dont j'ai rêvé dans ma vie et le fait d'avoir retrouvé mon géniteur. Et dans la deuxième fois où je l'ai vu, je lui ai dit, voilà Pierre, il s'appelait Pierre, moi je ne vais pas passer le reste de ma vie à t'accuser d'avoir quitté maman, de ne pas t'être occupé de moi, d'avoir disparu sans donner signe de vie. Je voudrais justement, puisque tu es mon géniteur, te remercier de m'avoir donné la vie et pour me rappeler que cette vie que toi et maman tu m'as donnée, mais dont je suis responsable. Vous voyez, je reviens sur ce thème-là qui est important pour moi. Je suis responsable de ma vie, et quand j'ai tendance à la maltraiter, quand j'ai tendance à la piétiner, à la dévaloriser, il suffit que je jette un petit coup d'œil sur ce diamant pour me recentrer. Voilà, il a cette fonction symbolique de me rappeler que je suis responsable de ma vie. Alors à chacun de trouver son diamant bleu. Merci beaucoup Jacques Salomé. Quelques petites vérités salomesques sur un thème universel, l'amour. Dans un couple, peut-être que l'important, ce n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Si tu ne sais pas quoi faire de tes mains, transforme-les en caresses. Je ne savais pas aimer parce que je ne savais pas m'aimer. Voilà, ce sont 3 petites phrases au hasard, Jacques Salomé, sur un thème qui est votre thème de prédilection, l'amour. Vous donneriez, vous, quelle définition de l'amour ? Je me garderai. C'est vrai ? Je me garderai parce que tout le monde a écrit, a parlé sur l'amour. Ce que je peux vous dire peut-être, c'est à l'âge que j'ai, ce que je crois qu'est l'amour. Au fond, la meilleure image, c'est l'image musicale. Pour moi, l'amour est semblable à 2 notes de musique. Un amour chez vous, vous aimez quelqu'un, donc c'est l'équivalent d'une note qui va vibrer d'abord en vous, qui va comme ça naître, vibrer, surgir. Si c'est un amour en réciprocité, également une note qui vient vibrer chez l'autre. Et qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est la rencontre de ces 2 notes qui vont parfois s'accorder, et ça va faire du Mozart. Ça,
c'est ce que nous rêvons tous. C'est l'accord parfait. C'est l'accord parfait, mais souvent, ça ne fait pas du Mozart, ça fait un couac. Et ce qui est épouvantable dans l'amour, c'est que quand ça fait un couac, on ne va pas se quitter pour autant, on va quand même rester ensemble avec l'espoir que le couac se transforme un jour en Mozart. Et j'ai 70 ans, je n'ai jamais vu un couac se transformer en Mozart. C'est pour ça qu'il y a des amours impossibles. C'est pour ça qu'il y a des amours qui ne s'accordent pas. L'amour, c'est de l'ordre de la vibration. Vous voyez, quand on dit « il est tombé amoureux », comme si ça nous tombait dessus. Non, je ne crois pas. L'amour, vous avez cité une de mes pensées, justement, on ne peut aimer que si on s'aime. Quand une de mes filles me disait « mais papa, c'est quoi la source de l'amour ?» Alors au début, j'étais prêt à lui répondre, tu sais, quand on a aimé, on a été très aimé par ses parents et qu'on a reçu beaucoup d'amour, ça veut dire qu'on peut par la suite en donner. Comme si au fond l'amour c'était un problème de vase communicant. J'en ai reçu en amont, je peux en donner en aval. Je ne crois plus cela, ça ne nous tombe pas dessus. La source de l'amour, c'est l'amour de soi, mais pas l'amour narcissique. Moi je suis le plus beau, le plus intelligent, c'est l'amour de respect, de bienveillance, cet amour comment dirais-je, de reconnaissance du meilleur de soi-même qu'on va peut-être offrir à l'autre. Donc c'est la rencontre comme ça de deux sentiments. C'est pour ça que l'amour avec un grand A, je vais choquer beaucoup de ceux qui m'écoutent, n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'amour que vous êtes vous capable de produire et de donner en direction de quelqu'un, et l'amour que moi, je suis capable de produire et de donner en direction d'une personne. Ça, c'est l'amour en réciprocité. Et puis ensuite, il va y avoir tout ce que j'appelle le nourrissement de la relation. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer. Combien de couples échouent après avoir eu des amours passionnés, tempétueuses, tumultueuses. La passion n'est pas l'amour. Tout à fait, c'est une maladie de l'amour. Merci, merci de me rejoindre sur ce plan. Non, beaucoup de gens pensent que c'est de l'amour magnifié, pas du tout. C'est une maladie de l'amour, la passion. Non, je parle de l'amour. Au fond, il faudrait mettre un qualificatif, le don d'amour. C'est pour ça que dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Dis papa », c'est quoi l'amour, oui. Je rappelle, je l'ai écrit pour mes 3 filles, je rappelle qu'il faut se méfier aussi des pseudo-amours. Alors, par exemple Voilà. Eh bien, l'amour, par exemple, de besoin. Je dis à l'autre, je t'aime, et ça veut dire aime-moi, aime-moi. Ça veut dire, comme je ne m'aime pas, je suis dans le besoin d'être aimé, et je vais proposer cette dynamique à l'autre. Je vais appeler ça amour, mais en fait, je suis loin de l'amour, puisque je suis dans une sorte d'exigence, presque de terrorisme relationnel, dans lequel je donne mission à l'autre de m'aimer. Il y a les amours de manque également. Tu devrais m'aimer, ma chérie, comme ma mère aurait dû m'aimer, ou comme mon père aurait dû m'aimer, ou comme celle qui m'a quitté il y a quelques années n'a pas su m'aimer. Vous voyez, on donne une sorte de mission à l'autre. Ça, ce sont des pseudo-amours. Souvent, ce qu'on aime aussi, c'est le reflet que nous renvoie l'autre de nous-mêmes. Oui, alors ça, c'est des amours miroirs, des amours narcissiques, ou des amours également, je vais dire un mot horrible, des amours de consommation. Voyez-vous, si j'avais un objet symbolique, je le mettrais du côté du cœur vers vous. Ça, c'est, mettons, l'amour que vous avez pour moi. Et moi, j'aime l'amour que vous avez pour moi et non pas vous. C'est pour ça que j'ai dit très tôt à mes filles, quand un garçon vous dira « je t'aime », regarde bien où c'est qu'il a les yeux. Parce que, si, vous voyez, mes yeux sont sur l'amour que vous avez pour moi et non pas sur vous. Vous voyez, ça c'est les amours de consommation. Je vous choquerais si je vous disais que plus de 40% des relations amoureuses sont sur ce modèle-là, sur des pseudo-amours, où on va comme ça vivre ensemble pendant 5, 10, 15 ans, en s'escroquant, j'ai envie de dire mutuellement, on s'escroque soi-même, en proposant un pseudo-amour, on escroque l'autre, en lui proposant un amour qui n'est pas un, et pourtant que nous appelons amour. Il y a beaucoup de choses à réhabiliter dans l'amour. C'est à la fois la chose peut-être la plus importante, parce que ça correspond à une aspiration que nous avons tous, une double aspiration, pouvoir aimer et être aimé. Et c'est cette rencontre magique, vous voyez, de l'ordre de la vibratoire, de la rencontre de deux amours qui vont s'interpénétrer, et ça sera la fête des corps, la fête des sentiments, la fête des émotions, la fête de l'abandon, de la confiance. Et si vous voyez tout ce que je dis, vous allez entendre que c'est plus rare, qu'on ne l'imagine. Qu'on l'imagine, exactement.
nous pouvons aller dans cette direction. Quelle est la plus belle preuve d'amour qu'on vous ait donnée à vous? La plus belle preuve d'amour, c'est de m'accepter tel que j'étais. Ça veut dire avec mes erreurs, avec mes insuffisances, avec mes manques, avec mes violences rentrées, avec cet énorme besoin de reconnaissance dont j'ai déjà parlé, qui des fois devenait un peu envahissant, qui prenait trop de place dans la relation. J'étais longtemps, tous ces pseudo-amours, vous savez, dont j'ai parlé, je ne m'exclus pas, je les ai proposés, j'ai un âge canonique, je peux le dire aujourd'hui sans rougir. Donc c'est vrai que je me suis piégé moi-même et j'ai beaucoup piégé l'autre, parce qu'au fond, j'appelais amour ce qui n'était que des pseudo-amours. Oui, la meilleure preuve d'amour, eh bien, d'abord, c'est d'avoir des enfants, parce que ça c'est ce qui m'a fait le plus grandir. Quand je suis devenu père à 24 ans pour la première fois d'une petite fille, qui s'appelle Nathalie, qui est ma fille aînée, et qui m'a mis au monde comme père. Parce que, je le dis sans rougir, je fais partie de cette génération d'hommes qui disaient « Voyez mon geste, les enfants, ma chérie, c'est ton affaire. Hein. Voyez, je m'en occuperai à l'âge de raison. » Je ne sais pas si ce mythe existe toujours, voyez, quand on peut bricoler ensemble, quand on peut discuter. Mais Nathalie n'a pas attendu l'âge de raison. Elle a tiré là quelque chose du côté du cœur et le reste est venu. Elle disait dernièrement, là, quand j'étais décoré, elle disait « Voyez cet homme-là, c'est moi qui l'ai transformé en papa. » C'est joli, mais on a une pensée pour elle. Merci Jacques Salomé. Merci. Une utopie est une étoile à l'horizon d'une vie. Même si nous ne pouvons l'atteindre, l'essentiel est ce que nous découvrons en chemin. Son utopie à lui serait qu'un jour, la communication puisse être enseignée à l'école comme une matière reconnue à part entière, au même titre que l'histoire, la géographie ou la biologie. Apprendre à se parler, apprendre à se comprendre, promouvoir une autre façon, plus respectueuse, plus créative aussi, plus vivifiante de communiquer. Mais le propre d'une utopie, n'est-ce pas d'être irréalisable, Jacques Salomé ? Oui, mais je ne désespère pas, je me décourage parfois. Je me décourage parfois, mais je ne désespère jamais. Oui, c'est mon combat. Depuis quelques années, oui, je me bats pour qu'on enseigne la communication. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est le seul antidote à la violence. Je crois que l'erreur actuellement de l'éducation nationale, c'est de tenter de faire des réformes, ce que j'appelle un aval. On en fait dans les dernières 40 dernières années, on a fait beaucoup de réformes dont beaucoup ont échoué. Et moi, je crois qu'il faut faire des réformes en aval et une réforme en amont, pardon. Une réforme en amont, parce que qu'est-ce que c'est que l'école de Jules Ferry, dont je viens d'ailleurs, ma mère faisait des ménages, et c'est une école de promotion sociale qui nous a permis à mon frère et à moi bien, de devenir professeur, d'écrire des livres, etc. Bon, cette école de Jules Ferry, elle transmettait du savoir et du savoir-faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. L'école doit muter, la famille a muté. On ne va plus chercher l'eau au puits, même si l'eau du puits était meilleure que l'eau du robinet, qui a goût à javel aujourd'hui, à tel point qu'on boit plutôt l'eau en bouteille, vous voyez le paradoxe. Eh bien, la famille a muté, l'école doit muter. Elle doit transmettre, en plus du savoir et du savoir-faire, elle doit transmettre du savoir-être, du savoir-créer, du savoir-devenir. Et savoir-être, savoir-créer, savoir-devenir, ça passe par la communication. Donc je crois qu'il faudrait apprendre quelques règles, je tiens beaucoup à ce mot, d'hygiène relationnelle. Voilà. Mais ça prendrait quelle forme dans votre esprit? Ce serait par exemple des cours, il y a aussi les règles de savoir-vivre, ça serait des cours sur déjà la politesse? Non, comment vous voyez ça? Pas du tout, c'est des règles d'hygiène relationnelle, ça c'est axé uniquement sur le fait de communiquer. Quels sont les 4 piliers de la communication humaine? Demander, donner, recevoir, refuser. Vous avez toute la communication humaine sur ces 4 termes. La question va être comment je demande. Est-ce que je demande en proposant, en invitant, ou est-ce que je demande en exigeant, en culpabilisant, en faisant de la pression ou du chantage? Comment est-ce que je donne? Est-ce que je donne, comme dirait ma fille, gratos, qui laisse l'autre libre d'accepter ou de ne pas accepter? Ou est-ce que je donne en mettant l'autre en dette? Tu me dois quelque chose, regarde la bonne mère ou le bon père que j'ai été pour toi, dont tu me dois en retour d'être ceci ou d'être cela. Comment je reçois? Est-ce que je suis une véritable poubelle dans laquelle on peut tout déverser? Ou est-ce que je sais
prendre ce qui est bon pour moi ou ce que je reconnais comme stimulant et laisser de côté ou ne pas prendre ce que je considère pas bon pour moi, les messages toxiques dont nous avons déjà parlé. Et comment est-ce que je refuse? Comment est-ce que je refuse dans le rejet, dans le déni, dans l'agressivité, ou est-ce que je dis non dans un non d'affirmation? Vous voyez, on devrait toujours dire, quand on dit non, c'est pas contre toi que je te dis non. Est-ce qu'on va au cinéma, ma chérie, ce soir? Non, je suis fatigué. C'est pas contre toi que je dis non, c'est pour moi. Je ne suis pas ouvert à aller au cinéma ce soir, je suis plutôt porté à lire ou à rester à la maison. Vous voyez, apprendre à se définir, à se positionner. Alors, voilà les 4 points d'ancrage, et puis bien d'autres, des règles d'hygiène relationnelle, j'en ai trouvé 120, je ne vais pas vous les... Et cela dès la maternelle? Oui, voilà, dès la maternelle. Et d'ailleurs, la maternelle, c'est le milieu idéal pour apprendre à communiquer. Vous voyez, prenons cette image, par exemple, que je transpose avec une écharpe. Nous sommes toujours 3. Moi, l'autre qui est à l'autre bout. Eh bien, la maternelle... C'est moi, l'autre à l'autre bout. Voilà. Donc, vous voyez, une relation, qu'est-ce que c'est qu'une relation? C'est un tuyau, un canal, un pont, une passerelle. Eh bien, je sais qu'il y a des institutrices d'école maternelle qui ont fait faire, ils ont demandé aux parents des bouts de tissu d'1 mètre de long, de même dimension. Ils ont cousu ça ensemble, ils ont fait un tunnel. Et puis, ils font passer 2 enfants. Si les 2 enfants passent en même temps, ça veut dire ceci, si je parle et que vous parlez en même temps, on ne communique pas, ça se bloque dans le conduit. Donc ça apprend aux enfants, voyez-vous, que si c'est moi qui parle, il faut me laisser le temps que ça arrive jusqu'à vous. Moi. Et puis si vous me répondez, il faut que le canal soit libre pour que votre message arrive jusqu'à moi. Eh bien, on découvre, voyez-vous, ça, le bâton de parole. Le bâton de parole, vous voyez, c'est un petit outil. Moi, j'en ai un que un de mes amis m'a bricolé. Il y a une oreille et une bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la bouche. J'ai envie de parler, j'ai des choses à dire. L'oreille, et je demande à être entendu. Donc, j'ai une demande, que si je parle, vous ne parlez pas en même temps que moi, ou vous ne parlez pas d'autre chose. Regardez un exemple simple. Tu sais, ma mère est malade, elle a peur d'avoir le cancer. Elle m'en parle pas, la mienne. Vous n'allez pas vous sentir entendu si tout de suite je m'empare de ce que vous venez de dire pour mouliner mon propre discours sur le vôtre. Donc, on le fait tous les jours, ça. Mais sans arrêt. C'est pour ça qu'il y a tant de malentendus et de souffrances. Et pour moi, je pense que le seul antidote à la violence, et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup dans les écoles. Évidemment. Elles commencent de plus en plus tôt. Des enfants de 7-8 ans. Vous m'avez pas mis la moyenne, vous allez me changer la note. Hein. Le professeur lui dit, c'est un de mes amis qui me racontait ça. Il dit non, je t'ai mis 6, je t'ai mis 2 points depuis 8 pour t'encourager, mais je ne te mettrai pas la moyenne. Vous voulez pas me mettre la moyenne? Je vous crève la voiture. Je crève les pneus de la voiture, je fous le feu à l'école. Et 8 jours après, il y a le feu à l'école. C'est ça qu'il faut comprendre, voyez-vous, c'est que, paradoxalement, c'est un paradoxe notre culture. On a hyper développé les outils de la communication. Internet, le portable, la télévision, qui est un outil formidable, mal utilisé, sauf peut-être à KTO. Non, je veux dire sérieusement, c'est un outil formidable, mais je trouve qu'on devrait faire des émissions sur la communication. On nous montre comment se laver les dents. On pourrait enseigner des règles d'hygiène relationnelle. Mais les instituts, ils sont prêts à ça, les enseignants? Ils résistent. Ah. C'est ça. Vous savez, ma grand-mère disait, on ne peut pas apprendre à nager à quelqu'un qui se noie. Et je crains qu'aujourd'hui, beaucoup, pas tous peut-être, mais beaucoup se noient, sont dans les difficultés, ils tentent de survivre, ils tentent de tenir la tête hors de l'eau. Il faut du courage aujourd'hui pour être enseignant, pour faire face à ce que j'appelle ces enfants du désir. Parce que voilà un exemple de communication. Ces enfants téflons sur lesquels aussi tout glisse. Sur lesquels rien n'accroche, ni gratification, ni menace, etc. Mais qui n'ont aussi aucune règle d'hygiène relationnelle, on a prononcé le mot sauvageon, ça fait sursauter tout le monde. Oui, les enseignants ont beaucoup de mal à capter 7-8 minutes par heure l'attention, la disponibilité des enfants pour que il y a 25 relations à gérer pour un enseignant dans une salle de classe. 25 relations dans lesquelles va circuler pas le même savoir. Le savoir qui va vous arriver à vous, c'est pas le même qui va arriver à l'autre, puisque une relation à deux bouts, je suis responsable de ce que j'envoie, vous êtes responsable
de ce que vous entendez. J'ai bien retenu ça. Et de ce que vous en faites. Moi, je vous souhaite que cette utopie ne soit plus une utopie et qu'elle voit le jour dans 1 ou 2 générations, peut-être, mais en tout cas que cela aboutisse. J'invite les parents à se battre pour cela, oui, vraiment, pour qu'on enseigne la communication. C'est mon utopie. Merci Jacques Salomé. Avoir l'estime de soi, développer de l'amour envers soi-même, oser se faire confiance, oser s'affirmer, et puis savoir prendre du recul quant au regard que l'autre pose sur nous, travailler sur l'estime de soi, apprendre à se respecter pour avoir le courage d'être soi. Et ça, c'est tout un programme. Quelle serait, Jacques Salomé, la première partie de ce programme qu'on pourrait appeler « Le courage d'être soi », qui est aussi un des titres de livre aussi. D'un de mes livres, oui. J'ai écrit ce livre il y a à peine 3 ans. C'est vrai que, vous savez, nous sommes dans un milieu familial qui nous définit. C'est papa, maman qui nous ont défini. Tu devrais dire ceci, tu ne devrais pas dire cela, tu devrais penser ceci, tu devrais penser cela. Donc on est dans un système d'hétérodéfinition. Et pour arriver à l'autodéfinition de soi-même, c'est ça au fond, devenir adulte. Devenir adulte, c'est quand on comprend qu'il y a 2 besoins antagonistes à nous. Besoin d'approbation, besoin d'affirmation. Si mon besoin d'approbation est plus grand que mon besoin d'affirmation, je ne vais pas m'affirmer. Parce que si je prends le risque de m'affirmer, je prends le risque de ne pas avoir nécessairement l'approbation de l'autre, de ceux qui m'aiment, papa, maman, mes professeurs plus tard, un partenaire aimé, etc. Donc vous voyez, ces 2 besoins, besoin d'approbation, besoin d'affirmation, ils sont antinomiques. Eh bien, devenir adulte, c'est prendre le risque de se définir, de se respecter, de se positionner. Et je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de courage dans le monde d'aujourd'hui pour ne pas manger n'importe quoi. Vous le savez comme moi, ce sont les multinationales qui concoctent ce qu'on va manger, le nombre de mètres carrés de neige qu'on devra consommer chaque année, de soleil, de vacances à Phuket, en Thaïlande ou aux Caraïbes, etc. Donc, il y a 2 mouvements de société qui se combattent aujourd'hui. Un mouvement que j'appellerais socio-économique, culturel, d'uniformisation, la culture Coca-Cola, Blue Jean, donc de nivellement. Regardez à la sortie d'un lycée, ils ont tous le même uniforme. Hein, bon. C'est un mouvement vraiment de nivellement, d'uniformisation. Et puis par rapport à ce mouvement, il y a un mouvement personnaliste. Ce qu'on a faussement appelé la culture du moi, mais la culture du moi non pas au niveau égocentrique, au niveau narcissique, mais au niveau d'affirmation, de réappropriation d'un pouvoir de vie. Et vous voyez, ce mouvement essaie de traverser l'autre. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de femmes qui font du yoga, qui font de la méditation, d'hommes aussi bien sûr, qui font des stages de développement, de changement personnel, de psychothérapie, pourquoi pas, de travail de formation. Au fond, un travail d'archéologie personnelle pour faire ce que moi j'appelle le nettoyage de la tuyauterie relationnelle. Le nettoyage de la tuyauterie relationnelle à l'intérieur de moi, apprendre à être un meilleur compagnon pour moi. Et moi, j'en parle avec beaucoup de liberté. Jusqu'à 35 ans, j'étais un compagnon épouvantable pour moi-même, épouvantable. Je n'aurais pas voulu me fréquenter jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc j'ai appris, oui, j'ai appris à me respecter, à mieux me définir. Il faut beaucoup de courage, prendre le risque de faire de la peine, de ne pas avoir l'approbation de l'autre, d'entrer en conflit, prendre le risque de se confronter, voyez-vous. Ça ne veut pas dire mettre son point de vue sur le point de vue de l'autre. Pas s'affronter, mais se confronter. Se confronter. Pas mettre son point de vue en opposition, mais en apposition, devant celui de l'autre. Vous voyez, opposition, apposition, une seule lettre de différence, comme entre crever et créer. Il n'y a qu'une seule lettre de différence. Et si tout ça, on l'apprenait à l'école, rapport à une conversation antérieure, ce serait encore plus simple. Et oui, et ça veut dire qu'il y aurait moins de souffrance, il y aurait moins de désarroi. Aujourd'hui, c'est pathétique de le dire. Nous sommes dans la survie, dans une sorte de maquillage médicamenteux, petite pilule rouge, verte, bleue pour manger, pas manger, dormir, bander, pas bander, enfin, etc. C'est terrifiant. On est dans la survie alors qu'il faudrait être dans la vie. Et pour être dans la vie, je crois qu'il faut beaucoup de courage, s'affirmer, se positionner.
se respecter, respecter l'autre. Alors Jacques, je vous ai demandé d'apporter un texte, vous en avez écrit des centaines et des centaines de textes, vous en avez choisi un pour nous. Et si vous voulez bien nous en faire la lecture, puis nous le resituer d'abord. Pourquoi vous avez choisi ce texte-là ? Eh bien, c'est un texte qui parle de l'enfant. Je répète, les enfants, c'est notre part d'éternité. Moi, les miens m'ont beaucoup apporté. Et c'est une sorte d'offrande que je fais. Vous allez voir. D'accord. Où est le juste? Où est le juste, demandait l'enfant, qui ne trouvait autour de lui aucune réponse à ses interrogations. Aurait-il fallu lui dire que le juste est un moment fragile, entre clarté et ombre, entre le chaud et le froid, entre injustice et équité? Fallait-il lui révéler que le juste est un instant d'étonnement, entre certitude et doute, entre demande et réponse, entre le oui et le non? Faudrait-il lui permettre de sentir que le juste est dans l'accord infime de deux regards, dans l'écoute centrée, dans le don et le reçu partagé? Serait-il nécessaire à l'éveiller à entendre que le juste est une recherche ardente, jamais achevée, toujours poursuivie aux dérobances de la vie, et peut-être lui chuchoter que le juste est dans un abandon, un lâcher-prise, quand nous savons l'accueillir, qu'il est aussi le juste dans ce bien-être soudain, de l'imprévisible étonné, de se sentir bon, réel, entendu, reconnu, là où nous sommes, tel que nous sommes, de sentir aussi que le juste est une quête vers le meilleur de l'autre et de soi, pour plus d'unité et de plénitude.